Bonsoir à tous et toutes. Merci d'être venus si nombreux et nombreuses. Ça fait vraiment plaisir de voir l'amphithéâtre si rempli. Effectivement, la Semaine du cerveau a reçu beaucoup de succès et des réponses de la part du grand public. Je vois ce soir, il y a aussi des étudiants, mais aussi des personnes que je n'ai jamais vues avant. Ça veut dire que c'est suivi. Voilà, on vous remercie de votre participation. Ça nous fait vraiment plaisir. Et je tiens à le dire, ça nous encourage aussi pour la suite, pour continuer dans ce type d'initiative. On réfléchit déjà à la Semaine du cerveau de l'année prochaine. Alors, ce soir, c'est Madame Compan, professeure en neurosciences, qui va nous présenter une conférence assez riche. Et je vais vous présenter un peu son parcours, parce que pour ce qui concerne certains étudiantes de l'Université de Nîmes, vous connaissez déjà son parcours et ses compétences, mais il y a aussi beaucoup de monde du grand public, des Nîmes et peut-être d'ailleurs. Et du coup, je vais vous présenter un peu son parcours. Elle a commencé ses études à l'Université d'Aix-Marseille, où elle a obtenu un doctorat, un PhD en neurosciences, et dans les laboratoires d'André Nuillon. À la suite, elle a continué ses études aux États-Unis, à l'Université de Columbie, à New York, dans les centres de neurobiologie du comportement. Et c'est les mêmes centres qui est si célèbre, connu par les études sur la mémoire développées par Eric Kandel, prix Nobel en physiologie et médecine. Elle a travaillé dans les laboratoires du docteur N, connu pour ses études sur la neurogénèse, la sérotonine, la dépression, mais aussi sur les modèles knockout, ce qui fait partie de l'expertise de Madame Compan. Elle est ensuite revenue en France, voilà, elle est quand même française. Elle a obtenu un poste de maître des conférences à l'Université de Bourgogne, rattachée CNRS. Et à la suite, elle a bougé, elle a travaillé un peu à Montpellier, dans le laboratoire Jules Bocart, rattaché CNRS INSERM. Elle a toujours travaillé principalement dans les domaines des récepteurs à la sérotonine, dans les domaines de la dépression, de l'anorexie et des dépendances, ce qui constitue aussi les sujets qu'elle va traiter au moins partiellement ce soir. Elle a rejoint l'Université de Nîmes, à laquelle elle est attachée depuis le début de sa création en tant que professeure en neurosciences. Et elle est aujourd'hui en train de développer son laboratoire qui s'appelle Brains Laboratory. Et c'est un laboratoire qui est lié à une jeune entreprise qui s'appelle B4D, ça veut dire Brains for Decision. Du coup, après cette brève introduction, je laisse la parole à Madame Compan. Merci pour votre présence et disponibilité ce soir. Merci, Patricia. Je crois que ce micro marche. Voilà. Chères mesdames, messieurs, chères étudiantes, chers étudiants, et vous tous, bonsoir. Merci d'être aussi nombreux dans cet amphithéâtre. On va passer un petit moment ensemble pour traiter d'un sujet qui est assez complexe. J'essaie d'enlever ce qui se pose là sur mon écran. Alors, je voudrais commencer par remercier la Société des neurosciences françaises. C'est important parce que cette société est constituée d'un faible nombre de membres, mais quand même un peu plus de 250 en France. C'est important, ce qui fait des sciences du cerveau une discipline un petit peu élitiste, puisque nous sommes assez peu nombreux globalement, mais nous abordons des problématiques majeures de santé publique. Donc je tiens à les remercier ce soir, nous en faisons tous partie, et c'est important qu'on puisse les remercier. Bien évidemment, je remercie abondamment Patricia, le docteur Giannoni, qui a beaucoup œuvré pour que, voilà, avec Samantha Schnegg et d'autres de notre université, puissions tenir ces conférences au sein de notre université, comme le président de l'université, Benoît Roig, pour nous permettre de profiter de ce bel auditorium qui est tout neuf. Alors, des problématiques comme l'anorexie, la boulimie, l'obésité sont des problèmes majeurs. Ce sont les sciences du cerveau qui peuvent identifier déterminer la façon dont on peut peut-être réduire les symptômes de ces maladies graves. Pour cela, il faut comprendre ce qu'est le cerveau.
Alors, je sais bien que mes étudiants en amphi ici savent en partie ce qu'est le cerveau, mais tout de même, pour tout le grand public aussi qui se doute un petit peu ce qu'est le cerveau, je vais essayer d'enclencher mes diapositives. Et comme attendu, ça mouline et ça ne s'enclenche pas. Regarde. Il n'y a pas d'enclenchement de... Tu vois? Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Alors, pour ceux qui nous regardent à Unim TV, Web TV, on a un petit problème technique. Alors, souvent, on a ça. Je vais essayer de les résoudre, mais sans diapositive. Ne vous inquiétez pas, ça va se résoudre, ça se résout toujours. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça va se résoudre sans doute. Et je prends la chance pour dire que toutes les conférences sont visibles sur la chaîne Twitch de l'université, en direct et visionnable à Parce que replay. je ne sais pas pourquoi il y a ce truc-là. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? On leur allume, on leur allume? Allez. On va l'éteindre et on va ensuite leur allumer. Alors ça, pour le cerveau, ça n'arrive jamais. Hein. Ah, heureusement, parce qu'il est toujours en activité. Vous savez que même lorsque vous dormez, il est toujours en activité. Vérifiez l'alimentation du périphérique méthylécrit. Ne vous inquiétez pas, mon ordinateur se rallume. C'est bien parce qu'on a tout testé depuis 1 heure, tout fonctionnait. Et en fait, voilà, c'est pas grave. Vous allez bien? Voilà, ça s'allume tranquillement. Oui, je disais que vous savez que quand vous dormez, vous avez une espèce de pacemaker même dans votre tronc cérébral qui fait qu'en fait, eh bien, votre cerveau fonctionne. Votre cerveau apprend les conduites stéréotypées de votre espèce pour apprendre à survivre. Donc, heureusement qu'il ne s'arrête jamais comme un ordinateur, comme quoi votre cerveau est bien plus fort qu'un ordinateur. Voilà, là, il y a des choses bizarres qui s'allument en même temps. C'est pas grave, j'ai pas besoin d'Adobe Photoshop. Très bien, il y a tout qui s'allume. C'est vous dire à quel rythme je travaille normalement. Très bien. Pourvu que ça soit le PowerPoint qui s'allume. Allez, on va y arriver. C'est bien, parce que comme ça, vous rentrez un peu dans l'intimité de mon ordinateur. Allez, je vais prendre la présentation que j'ai enregistrée à 16h25. Je donne un petit signal à mes étudiants. Ne faites pas comme moi de terminer votre présentation à 16h25 pour 18h. Pourquoi téléchargement? C'est pas une bonne idée. Hein. Ah là là. Eh ben, ok. Oui, ça va arriver, hein, ça arrive toujours. Ah. Bon, si ça recommence, vous savez qu'on a un délai de 2 minutes où vous pouvez parler entre vous. Ah. Quelques petits éléments sur le cerveau. Le cerveau, c'est un organe extraordinaire, extra de l'ordinaire. C'est vraisemblablement l'organe le plus spectaculaire, finalement, de tous les organes des organismes vivants. Pourquoi? Parce que, en fait, il est extraordinairement plastique. Il est tout d'abord constitué de différentes structures. C'est comme les pièces d'un puzzle. Aucune ne fonctionne indépendamment l'une de l'autre. C'est-à-dire que, communément, on vous dit « oh, l'hippocampe, ça participe à l'apprentissage de la mémoire, le cortex cérébral, gna gna, la décision, etc. » En fait, non, c'est beaucoup plus complexe que cela. C'est un ensemble de structures du cerveau interconnectées entre elles qui permettent de réguler une fonction. Si vous parlez, c'est grâce à un ensemble de structures cérébrales interconnectées. Sans qu'elles soient connectées, le cerveau ne fonctionne pas et vous ne fonctionnez pas. Vous êtes
ce que votre cerveau est. Il est extraordinaire parce que les neurones sont telles une arborisation. On pourrait croire que cette arborisation cesse lorsque vous naissez. Non. Pour tous ceux qui n'ont pas encore 30 ans, votre cerveau est encore en train de maturer. Il est encore en train de grandir. Après 30 ans, vous avez encore toutes vos chances. Le cerveau est capable de changer de forme. Vos neurones changent de forme. Quand vous allez sortir de cet amphithéâtre, vos neurones n'auront plus la même forme. Vous développez d'extraordinaires capacités d'adaptation parce que vos neurones ont d'extraordinaires capacités d'adaptation morphologique et fonctionnelle. En permanence, il se forme des contacts entre les neurones. Ces contacts, communément, nous les appelons des synapses. Synapse, c'est un terme anglais. Ça signifie agrafe en français. 20 nanomètres, un espace infime qui fait que les neurones sont contigus. Il n'y a pas de continuité neuronale, il est une contiguïté neuronale. Savons-nous cela depuis longtemps? Non. Nous avons la certitude que la synapse existe depuis 1954. C'est la microscopie électronique. On a la possibilité de visualiser les synapses. Ça paraît rien, mais c'est une découverte majeure. 1996, lorsque je rencontre Gershenfeld, pour nous c'est Coco en France, c'est celui qui va créer le European Journal of Neuroscience. Je lui demande naïvement, je suis étudiante à l'époque, je lui demande « Qu'est-ce qui vous a le plus étonné dans votre vie, monsieur ?» Il me répond « Ah, lorsqu'on a eu la microscopie électronique, on a pu visualiser des petits organes dans les cellules et les contacts synaptiques. » 1954. Comptez 2023, pas tant que ça, loin de nous. Ces contacts synaptiques se forment en temps réel. Là, à midi, vous avez vraisemblablement mangé. Eh bien, 6 heures de temps après, vous avez formé de nouveaux contacts synaptiques. Ce sont les facteurs de l'environnement et les facteurs internes qui favorisent la formation des contacts synaptiques. Pour vous donner une idée de ce que ça représente, les contacts synaptiques, 10 000 milliards. Je vous ai mis tous les zéros parce que moi, quand on me dit 10 000 milliards, bon. Mais 10 000 milliards dans un centimètre cube de votre cerveau. 1,3 kg, 1,5 kg, votre cerveau. Concevez le nombre de contacts synaptiques. La synapse, celui qui en fait finalement l'unité fonctionnelle de l'apprentissage et de la mémoire, c'est le petit monsieur représenté sur cette diapositive. Je le prends en photo au Congrès des neurosciences européennes en 2005. C'est Eric Kandel. Il aura le prix Nobel en 2000. Ces études, il les mène au départ chez l'escargot. Eh bien, c'est à partir des études chez ces petits animaux qu'on arrive à ce jour à comprendre un petit peu ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui souffre de la maladie d'Alzheimer. C'est pour ça que la recherche fondamentale est déterminante. C'est pour ça qu'il faut la financer. C'est pour ça que tous les chercheurs qui mènent des activités de recherche fondamentale sont à financer. C'est sûr, le petit monsieur que vous voyez ici, qui est un grand monsieur, a 93 ans. Et à ce jour, il vit toujours. Il fait de la piscine tous les jours. Il va nager à la piscine tous les jours si ça vous intéresse de prendre le truc. Peut-être que c'est un moyen de vieillir plus longtemps en bonne forme. Il est toujours en train de travailler au laboratoire.
Ici, il présente les travaux de Freud. Tous les deux sont nés en Autriche. Tous les deux. Et lorsqu'il présente ses travaux, alors pour aller de Freud, 1856, Freud, il nous faudra, Éric Kandel a 10 ans, oui, et il nous faudra 167 ans pour tenter de comprendre comment la synapse fonctionne, et les synapses fonctionnent, comment cette plasticité neuronale fonctionne. Ici est représenté un dessin de Freud. Ce sont des réseaux entre les neurones. Freud extraordinairement intuitif. De Freud à Kandel jusqu'à nous, il y a une meilleure compréhension du fonctionnement cérébral, de sa plasticité cérébrale, y compris dans un monde moderne. Éric Kandel travaille à New York, à l'université de Columbia. Ces universités, comme les nôtres en France, sont des métissages, sont des approches complémentaires, pluridisciplinaires, qui vont du petit animal jusqu'à l'humain pour tenter de comprendre comment on peut tenter, éventuellement, de réduire les symptômes de maladies aussi graves que l'anorexie, la boulimie, l'obésité, l'activité physique excessive. Parce que notre cerveau est tout cela, il est le maître d'œuvre. C'est lui qui contrôle la façon dont nous marchons, dont nous courons, dont nous bougeons, et cela se fait en même temps. Pour savoir où l'on va, il faut savoir d'où l'on vient. Et nous sommes un cerveau qui est le résultat d'une humanité. Lorsque vous naissez, lorsque nous sommes nés et nous naîtrons, nous sommes le résultat de cette humanité. Dans notre cerveau est un inconscient non pas au sens de Freud, mais inconscient au sens de du non-su, de ce que vous ne contrôlez pas. Vous ne contrôlez pas votre activité cardiaque, à exception près. Vous ne contrôlez pas votre activité digestive. C'est un inconscient. Et votre conscience de soi, conscience de l'environnement, n'est que partielle. Vous êtes inconscient de votre plasticité neuronale. Personne ici n'est en train de se dire « Tiens, j'ai conscience de former des synapses. » Et pourtant, vous formez des contacts synaptiques. Vous n'en avez pas conscience. Cet inconscient influence votre prise de décision, y compris celle de manger. Choisir de manger, prendre la décision de manger, c'est compliqué. Pourquoi est-ce compliqué ? Parce que la conduite alimentaire est une conduite motivée. Elle dépend d'une régulation des paramètres internes, votre glycémie, votre taux de glucose dans le sang, en clair, est contrôlée, vous n'y songez pas. En revanche, votre motivation fait que vous allez influencer votre conduite alimentaire. Vous n'avez pas besoin du son. Et votre motivation peut faire en sorte d'avoir ce corps-là. Enfin, la mienne ne m'y conduit pas. Un petit problème. Donc c'est complexe. C'est complexe parce que vous ressentez la faim. Vous ne contrôlez pas le fait de ressentir la faim. En revanche, vous décidez si vous allez ou pas satisfaire cette faim. La part de chocolat en plus à la fin du repas alors que vous n'avez plus faim. Ou vous êtes trop occupé et vous vous dites « Tiens, ce serait bien que j'aille manger, mais finalement, je n'y vais pas. » Vous décidez de satisfaire ou pas votre faim. Alors, il vient une hypothèse. Certes, il y a des collègues qui disent que ça se passe dans le tube digestif, dans le tact. Pour ma part, je me suis dit ça doit se passer dans les circuits neuronaux de la récompense. Alors, communément, vulgairement, il y en a qui appellent ces circuits neuronaux les circuits neuronaux du plaisir, dont acte, du plaisir donc, de la récompense. Ils sont importants, ces circuits neuronaux, parce que vous allez évaluer les conséquences positives ou négatives de vos actes et ensuite prendre une décision. La question est, est-ce que se priver d'aliments jusqu'au point de mourir est susceptible de faire plaisir ? Est-ce que les femmes, parce que majoritairement ce sont des femmes,
quand elles se privent d'aliments, qu'elles ont des choix restrictifs alimentaires jusqu'au point de mourir, est-ce qu'elles éprouvent du plaisir? Elles l'écrivent comme tel. Elles écrivent que c'est une lune de miel. Oui. Elles écrivent qu'il y a un plaisir, un effet récompensant à la restriction alimentaire. Elles défient toute concurrence. En plus, elles augmentent leur activité locomotrice. Il est donc survenu l'hypothèse à tester. Est-ce que les circuits neuronaux impliqués dans une restriction alimentaire jusqu'au point de mourir qui font plaisir sont les mêmes que ceux qui sont provoqués par l'addiction aux drogues, comme la cocaïne? Il y en a d'autres qui considèrent qu'il est d'autres addictions, des addictions à le trop manger. Ah, ça c'est moins ma conviction. D'autres, la fringale du sucre serait une dépendance. Et d'autres, comme moi, scientifiques, considérons que la privation alimentaire peut être comparée à une dépendance aux drogues. Tout un champ de la psychologie et de la psychiatrie débattait. Oui, c'est une dépendance, peut-être pas une dépendance, peut-être une... Alors il fallait démontrer. Dans ces cas-là, quand les systèmes sont trop complexes, on utilise des petits modèles animaux. Alors je vous ai amené des petits modèles animaux. Peut-être des petits modèles animaux de laboratoire. Ici, vous allez voir un petit animal qui a été privé d'aliments pendant 24 heures. Un petit animal qui a été privé d'aliments pendant 24 heures, c'est très simple. Il va consommer des aliments. Très bien. Et ici, lorsqu'il a été privé d'aliments pendant 24 heures, mais que 10 minutes avant, vous le traitez avec une drogue comme l'ecstasy ou la cocaïne, c'est la même chose. Regardez, il ne mange pas. Il a été pourtant privé d'aliments pendant 24 heures. L'effet de la molécule dans le cerveau est extraordinairement puissant. La drogue ici contrôle sa faim. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ce petit animal? Qu'est-ce qui fait que ce petit animal ne va pas manger? Il a, pour nous, une conduite dite anorexigène. Il se prive d'aliments induits par la drogue. Il se prive d'aliments en dépit de la faim, le besoin physiologique de manger. Il n'a pas eu d'aliments, on lui a enlevé la nourriture de la cage. Il devrait manger, mais il ne mange pas. On a étudié les mécanismes neuronaux qui font qu'il y a une inhibition de la faim. Alors, pour vous résumer une histoire qui est bien longue, qui a duré 10, 12 ans, voire 15, eh bien, nous avons identifié qu'il y a un récepteur du cerveau, je vous ai mis son nom là, pour mes étudiants, c'est le récepteur 5-HT4 de la sérotonine, et pour tout le monde, sérotonine, bonne mine. C'est une molécule, effectivement, qui procure du bien-être, mais là, cette molécule, elle va activer des mécanismes moléculaires, je les ai mis ici, pour les spécialistes, il s'agit de la voie AMPC, PKA dépendante, CART. CART, c'est un peptide, c'est une molécule qui va réduire la consommation d'aliments. Donc, en clair, quand on active ce récepteur dans une structure de la dépendance, une structure du plaisir qu'on appelle l'accumbens, eh bien, quand on active ce récepteur et cette cascade de dominos dans l'accumbens, il s'ensuit un effet coupe-faim. Le petit animal adopte une conduite anorexigène. Ces mécanismes neuronaux-là, ces mécanismes moléculaires-là, ce sont les mêmes que ceux qui sont enclenchés par la cocaïne. À l'exception du fait que lorsqu'on utilise la cocaïne, ce sont d'autres récepteurs et non pas le récepteur 5-HT4 de la sérotonine qui est engagé ici. Ces récepteurs de la dopamine, qui est un neuromodulateur, et qui va, lui, enclencher cette dépendance à la drogue. Mais en plus, ça n'est pas tout.
Lorsqu'on active ce récepteur dans cette zone du cerveau, les petites souris ont aussi une hyperactivité locomotrice. Vous savez que l'un des symptômes critiques d'une patiente qui souffre d'anorexie mentale, c'est non seulement de restreindre sa consommation d'aliments, mais aussi d'augmenter son activité physique. Elle fait des squats aux soins intensifs. Elles sont même capables d'ouvrir la fenêtre alors qu'il fait très froid. Elles ouvrent la fenêtre, c'est 37 kg, 1,72 m, quelqu'un qui souffre d'anorexie, avec une anxiété qui est très élevée. Et donc, on se demandait un point, on peut s'interroger sur un point. Est-ce que quelqu'un qui souffre d'anorexie mentale, comme cela, a vraiment une intention d'augmenter son activité physique? Est-ce qu'elle décide vraiment d'augmenter son activité locomotrice ou de faire du sport? Non. Non. Elle ne peut pas faire autrement. La même voie moléculaire, la même voie, la même cascade de dominos enclenchée par ce récepteur, contrôlée par ce récepteur, cette même voie provoque un effet coupe-faim et une augmentation d'activité locomotrice en même temps. Les deux. L'un n'est pas indépendant de l'autre. Elles ne peuvent pas s'arrêter de bouger. Elles ne peuvent pas arrêter de faire du sport. Les en empêcher est une torture. Souvent, j'entendais, oui, la boulimie, la consommation excessive d'aliments va compenser une restriction alimentaire. Alors, il a fallu travailler un peu plus et démontrer que sans ce récepteur, ou si ce récepteur est mis au silence, toujours dans cette structure du plaisir, il va réduire l'activité de la voie domino, provoquer l'augmentation d'un autre peptide, peu importe, ici. Pour les spécialistes, ce sera le neuropeptide Y. Pour ceux qui arrivent à le retenir, je suis sûr que même parmi le public, il y a des gens qui peuvent retenir neuropeptide Y. Eh bien, c'est le pendant du peptide CART. L'un coupe la faim, l'autre augmente la consommation d'aliments. Ici, la voie moléculaire est réduite, le récepteur a une activité réduite, la voie domino est réduite, l'animal mange plus. Il y a une oscillation entre je mange moins et je mange plus. Si le récepteur est trop actif dans cette structure du plaisir, on réduit sa consommation d'aliments, on augmente son activité locomotrice. Si, en revanche, ce récepteur n'est pas assez actif dans cette structure même du plaisir et de la récompense, eh bien, à ce moment-là, on mange trop et on se pose. Et autrement dit, il y a cet effet bascule j'oscille entre je mange trop, je mange pas assez, je mange trop, je mange pas assez. 80% des femmes qui souffrent d'anorexie peuvent aussi souffrir de boulimie. Alternativement. Là, ici, est identifié un mécanisme moléculaire susceptible d'expliquer pourquoi il est cette oscillation. Ce qui fait de ce récepteur une cible thérapeutique potentielle du traitement de ces maladies. Alors, on est allé plus loin, parce que si je vous adresse une question, qui mange trop pendant qu'il stresse? Sous l'influence du stress, qui mange trop? Allez, dénoncez-vous. Très bien. Qui mange pas quand il stresse et qu'il a trop peur? Ouais, voilà, ça fait ça. Vous avez vu, c'est très partagé. Vous imaginez notre souci pour étudier ça chez l'humain. Chez la souris, c'est plus simple. Quand on les stresse trop, elles arrêtent de manger. Quand on les stresse pas assez, elles mangent beaucoup. C'est assez simple. Chez l'humain, vous avez vu, c'est compliqué. En résumé de ce que l'on a trouvé, je vous l'explique, parce que toutes ces maladies-là, elles sont soumises à l'influence du stress. Alors là, il y en a qui vont se reconnaître, soit du côté des employés, soit du côté du patron. Il y en a un qui stresse. Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau? Eh bien, il s'active des neurones pour trouver une stratégie comportementale adaptée. Ces neurones de la sérotonine s'activent. Ils s'activent tellement que dans le cortex préfrontal médian, chef d'orchestre de la décision, le récepteur 5-HT4 est activé.
hop, on est parti, cette fois-ci, non pas dans une structure du plaisir, mais une structure de la décision. Dès lors que le sujet a trouvé sa stratégie d'adaptation, ce qu'enclencherait des antidépresseurs s'enclenche tout seul, spontanément. C'est un effet antidépresseur qui se passe, ça se calme, et la réduction de la consommation d'aliments est transitoire. C'est une hypophagie, c'est transitoire. Transitoirement, on baisse sa consommation d'aliments. Le petit problème que l'on a, c'est que le stress peut être chronique. Et si le stress est chronique, eh bien alors, ça va recommencer. Dans nos cerveaux, il va continuer à s'activer ces neurones sérotoninergiques. Ça s'active, mais ce qui avait été un effet antidépresseur commence un petit peu à s'user, et là, l'hypophagie persiste. Ce que l'on a démontré ici, c'est que au fur et à mesure qu'on a un début d'anorexie, un début de restriction alimentaire, c'est pour ça que c'est très dangereux de commencer un régime. Parlez à vos adolescentes, parlez aux personnes qui commencent un régime, il faut vraiment se contrôler parce qu'il peut se produire cette dépendance au régime. Au début, ce petit régime, cette anorexie précoce, elle a un effet antidépresseur, mais un effet bien-être. Mais après, lorsque l'on tombe dans la dépendance, c'est l'acquin mince qui prend le pouvoir, c'est ces structures du plaisir qui prennent le pouvoir, le cortex ne peut plus décider quoi que ce soit, ça échappe, comme quand on est sous l'effet de la cocaïne, ça échappe, on ne contrôle plus, le cortex ne contrôle plus, et à ce moment-là, naît la dépendance ici sans objet, qui est une conduite anorexigène. Alors me direz-vous, est-ce que ça fonctionne aussi chez l'humain? Oui. Ouais. Au Danemark, Dit Knudsen, de mes collègues, a identifié des modifications de la concentration de ce récepteur dans l'acquin mince de personnes qui souffrent d'obésité. Un médicament qui active ce récepteur, qui est sur le marché pour traiter une autre maladie, mais pas l'anorexie mentale, réduit la consommation d'aliments, réduit l'appétit. Donc il semblerait que les fonctions de ce récepteur, 5-HT4, soient conservées du petit animal à l'humain. Donc c'est une cible qui est une cible prometteuse et qui est susceptible d'être la cible d'un médicament. Je suis neurobiologiste, mais je sais bien que les médicaments ne sont pas le tout d'une solution. Et je tente d'orienter aussi mes travaux sur ce qui pourrait être préventif. Pour prévenir, il faut savoir identifier des marqueurs, des biomarqueurs. Et donc j'ai eu envie d'identifier des biomarqueurs dans le souffle pour que ça soit non invasif, non intrusif, et que l'on puisse, dès l'adolescence ou l'enfance, arriver à identifier des biomarqueurs qui pourraient peut-être nous aider à suspecter qu'une personne est susceptible de développer ces maladies graves, puisque l'anorexie, c'est quand même la première cause mortelle naturelle des adolescentes en Europe. Alors, on a développé spécifiquement pour les enfants, on a développé, alors j'espère que mon son est coupé parce que c'est une petite musique, mais on a développé un dispositif médical qui fonctionne avec la petite cartouche que vous voyez là. On insère la petite cartouche dans l'IBAM, c'est E-Connected Biomarker, c'est un labo de poche, on souffle. Et sur cette petite cartouche, on peut identifier des marqueurs spécifiques. On retire la petite cartouche, on la met dans l'enveloppe, et on met l'ensemble dans un petit lecteur. Et ce petit lecteur va nous donner un résultat. Mais vous le savez, en 2020, la pandémie nous affecte tous. Et avec Sandy Chocard, on décide de mettre cet outil au bénéfice de la détection des virus. Donc on a obtenu preuve de concept avec la détection du SARS-CoV-2, virus responsable de la Covid. Et on arrive à vous dire si vous êtes positif ou négatif, mais surtout, on arrive à vous indiquer la concentration de particules virales exhalées, soufflées. Bien sûr, pour nous, on va le tester là avec le CHU de Nîmes. Il y a une étude clinique
voilà, qui est en cours. On est financé par notre gouvernement pour mener cette étude-là. L'Université de Nîmes aussi a financé la production de ce produit et de ce dispositif que l'on génère avec notre société, de cette jeune entreprise universitaire qui est B4D. Mais pour nous, l'objectif, c'est de continuer à tester l'ensemble des marqueurs prédictifs, préventifs de maladies aussi graves que l'anorexie mentale. On s'oriente aussi vers les maladies neurodégénératives. Voilà, on est 5 têtes, on est partenaire d'IBM aussi, mais 5 têtes principales dans l'avancée de ces activités de recherche. Je voudrais remercier aussi les unités de recherche qui nous aident au quotidien. Et puis aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur quelqu'un qui est dans l'amphi, théâtre. Où est-ce qu'il est, Amine? Il est là, Amine. Tu peux te lever. Je le mets à l'honneur parce que Amine, il nous a fait un guide d'utilisation et de manuel d'utilisation de l'IBAM. C'est un designer qui vient au service aussi de la biologie, de l'électronique, de l'informatique, et qui est au croisement des disciplines, qui est vraiment le symbole de l'Université de Nîmes, d'être au croisement de ces disciplines. Amine, au nom de toute l'équipe, je te remercie du fond du cœur. Et je vous remercie tous aussi de votre attention. Pardon ? Je fais quoi ? Ah, on fait le test ? Où est Yannick ? Il est où, Yannick ? Yannick, vous voulez bien faire le cobaye ? Bon, on va faire le test en blanc. Ouais, juste parce que... J'ai entendu en début de semaine le professeur Dubois qui disait que on n'avait pas d'éléments, comment il dit ouais, pas vraiment, que c'est de la science-fiction, la prévention, c'est pas de la science-fiction. La petite cartouche. Allez, la petite cartouche, je le donne. Voilà par exemple. Allez, venez, on se rapproche du micro. On se rapproche un peu du micro. Je vous mets le... Ah, vous avez le petit souffleur, vous avez la petite cartouche. Alors je ne sais pas si vous l'entendez. Mais... Alors, on l'a pensé pour des gens qui ne voient pas, parce que, vous savez, il y a des malvoyants aussi, donc ils vibrent. Et puis, on a pensé aussi pour les gens qui ne savent pas lire, ou qui n'ont pas envie de lire. Et donc, il a des couleurs. Donc là, tant qu'il est bleu, il se prépare à traiter votre souffle. Voilà. Et puis, il y a besoin de 30 secondes. Alors, on ne va pas attendre parce qu'il faudra souffler 2 minutes 30. Donc, on ne va pas faire souffler Yannick 2 minutes 30, ça serait trop long. Et puis, on va se poser des questions. Mais vous voyez, il bouge, il change de couleur. Et ensuite, on le donne à la personne. Alors, il est sympa, ce Yannick. C'est le directeur de la recherche de l'université. Donc, vous voyez, il se prête à tous les jeux. Voilà. Et une fois qu'il s'est passé ces 2 minutes 30, on va retirer la cartouche, on va la mettre dans la petite enveloppe. Vous ne saviez pas qu'il y avait tout ça sous le pupitre. Hein. Et donc on retire, on met dans la petite enveloppe, et ici on a l'unité de lecture. Et en temps réel, juste là, on a la concentration, alors soit en virus, soit en marqueur, pour vous dire que, bon, peut-être que vous allez avoir une maladie, mais on arrivera mieux à prévenir la maladie qu'à la guérir. Surtout pour l'anorexie mentale, surtout pour des maladies comme ça qui s'installent au fur et à mesure des années. Voilà. Bon, Yannick, merci. Ça va terminer, mais merci Yannick du fond du cœur. Merci. Et de votre participation. Alors, il nous aide au quotidien aussi. Hein. C'est celui qu'on va voir quand on a besoin de financement. Voilà. C'est pas tout à fait ça. C'est pas la peine de m'adresser vos ribes. Ça marche pas aussi facilement que ça. Mais merci beaucoup, Valérie. Merci d'avoir amené un petit chèque, Yannick. Ouais. Peut-être des questions.
C'est les temps des questions. Alors, merci Valérie pour cette présentation si passionnante. Patricia. Voilà. C'est moi qui te remercie pour tout ce que tu fais. Est-ce que vous avez des questions dans l'amphithéâtre? Est-ce que vous pouvez lever la main? Alors, pendant que les questions se formulent, j'aimerais qu'on remercie le Rotary aussi, parce que le Rotary, voilà, il nous entoure énormément. Alain est là, voilà. Merci infiniment de votre contribution à tout ce que l'on peut faire, de nous aider à partager nos résultats. Merci. Je peux poser ma question? Donc, ma question, c'est qu'on parle du stress qui coupe la faim, mais par exemple, quand on est amoureux, des fois, on n'a plus faim non plus. Est-ce que c'est du stress? Et lorsque vous êtes amoureux, en fait, bon, je vais enlever un peu de romantisme. C'est mon IBAM. Les 2 minutes 30 sont passées, l'IBAM a bougé, il change de couleur, il est devenu vert. Voilà, c'est la fin du test. Donc effectivement, quand on est amoureux, voyez-vous, on va produire et libérer de la dopamine dans ce noyau à mince. Donc ça enlève un peu de romantisme, mais c'est un fait. Et donc effectivement, vous allez utiliser aussi la sérotonine et vous coupez la faim un peu parfois. Voilà, c'est pas grave, ça revient. Mais ce sont les mêmes mécanismes neuronaux du plaisir qui se mettent en place et voilà, voilà. Alors il y a voilà, ça y est, il s'arrête. C'est la dépendance amoureuse et c'est aussi une forme d'addiction pour certaines personnes, voilà, à déconseiller. Oui. Vous parlez de prévention de ces maladies, mais quelle est la part d'inné sur justement ces maladies mentales? Alors vous l'aurez remarqué, moi je ne crois pas à l'inné, parce que en fait, vous me donnez une occasion extraordinaire, parce que en fait, lorsque j'ai dit que nous sommes le résultat d'une humanité, ça signifie qu'en fait, dès que nous naissons, nous savons une part de ce que nous sommes. Nous n'en avons pas conscience, mais nous le savons. Donc l'anorexie mentale, ce n'est pas une maladie qui, a priori, s'hérite. Il n'y a pas de modification, a priori, de gènes qui soit associée à l'anorexie mentale. Ce n'est pas une maladie d'origine génétique, et vraisemblablement pour toutes les maladies mentales qui nous concernent, elles ne sont pas vraiment des maladies d'origine génétique. Nous sommes la combinaison de facteurs biologiques et de facteurs environnementaux. Et lorsque ces facteurs biologiques rencontrent certains facteurs environnementaux, c'est au point de cette rencontre que peuvent éventuellement se déclarer des maladies mentales. Donc, part de l'inné, non. Pour ma part, de ma propre opinion scientifique. Et une volonté aussi d'arriver à faire comprendre ou saisir qu'une prédisposition biologique dans un environnement donné favorise l'émergence des maladies mentales. Il est sympa, hein? Ouais. Moi, j'avais une question donc, par rapport au stress. Enfin, vous avez parlé de tout le système du stress. Et je me demandais si il y avait comme idée de lier des études entre tout ce qui était biologique de l'intérieur du foie, enfin de tout ce qui était les fonctions intestinales, mon Dieu, ce mot est horrible, et justement tout ce système du stress en fait, parce que ça veut dire quand même qu'on a toutes ces petites bactéries qui servent à découper et digérer l'ensemble de cette nourriture. Et derrière, le cerveau qui va venir d'une certaine manière les influencer. Donc je me demandais s'il y avait des études ou s'il y avait quelque chose qui a été fait ou pas avant. Et après, j'ai une autre question, mais autant en faire une par une. Il y a une équipe scientifique de Caen qui travaille sur l'influence du microbiote sur le développement de l'anorexie mentale. Bon, pour ma part, je n'ai qu'une seule vie. Donc cette équipe œuvre sur cet aspect-là.
Vraisemblablement que ça a une influence, c'est une partie importante de l'activité scientifique. On est aux prémices de la compréhension du dialogue entre les systèmes périphériques et le cerveau. Ça naîtra. Ma conviction est ailleurs. Je crois vraiment que les maladies mentales émergent parce qu'il existe des déficits neuronaux dans le cerveau et que c'est corrélé à ces perturbations du cerveau et que ça n'est pas irréversible grâce à la plasticité neuronale. C'est-à-dire que plus en fait on s'entraîne, plus on s'exerce, plus on tente et plus on se donne une chance de revenir de ces maladies-là. Votre seconde question? Ensuite, ma seconde question, c'était par rapport justement à... On parle il y a eu pendant longtemps sur l'anorexie, malgré l'aspect mental, enfin l'aspect, je veux dire, biologique du cerveau. Aussi, cette question de l'exposition à la... Comment dire ça? Enfin, il y a souvent des liens avec, peut-être, je ne dis pas de bêtises, ça se faut, reprenez-moi si je dis une bêtise. Non, je vous en prie. Dans le sens où il y a cette exposition aujourd'hui aussi à... Comment dire ça, à la société, au système sociétal de, comment dire ça, des réseaux sociaux par exemple, où ces expositions-là en fait, qui c'est juste une question. Enfin, sur, quelle est la question? La question est en quoi, en dehors de cet aspect du cerveau, en quoi en fait aussi l'ensemble de l'axe de la société vient jouer aussi peut-être sur ces formes d'anorexie-là. Enfin, est-ce qu'il y a... Oui, vous interrogez sur l'influence de la société sur l'émergence de l'anorexie mentale et dans nos pays industrialisés. Si je tente de reformuler votre pensée, c'est cela. Alors, l'anorexie mentale, on a les premiers textes au 7e siècle au Moyen-Orient, avant Jésus-Christ. Et au 14e siècle, Catherine de Sienne en Europe. Donc, en fait, vous avez remarqué que ma souris ne lit ni Gala ni elle. Et qu'en fait, certes, il y a peut-être une influence sur une mode à l'incitation à la maigreur, mais elle n'est pas tant sur cela. C'est le moins manger aussi préserve une part de la santé. Lorsque nous vieillissons, nous réduisons notre consommation d'aliments. Et en fait, en faisant cela, on augmente notre durée de vie. Et on le fait naturellement. Comme nous avons des cheveux blancs, comme nous avons des rides, c'est tout à fait normal. Et l'humain, comme les petits animaux aussi, certains, vont réduire leur consommation d'aliments quand ils vieillissent. Donc en fait, non. Le cerveau est bien le support de votre esprit. Je n'ai pas dit l'âme, j'ai dit de votre esprit. Donc c'est bien des perturbations de cette activité cérébrale sous l'influence des facteurs de l'environnement, parce que vous avez noté que le cerveau est en continuité, c'est dans un continuum avec l'extérieur. La plasticité neuronale, elle est en continuité avec l'extérieur. Nous sommes dans un continuum avec cet environnement. Et c'est pour ça qu'il y a une si forte influence sur l'activité cérébrale. Et c'est pour cela aussi qu'il y a une si forte influence sur l'émergence de certaines maladies. J'espère avoir répondu. Bonsoir. Bonsoir. J'avais une petite question par rapport à votre étude sur l'outil IBAM, où vous avez dit qu'il y avait une relation avec le CHU de Nîmes. Oui. Est-ce que vous allez partir sur un panel d'enfants, jeunes enfants, prépubères, pubères, filles, garçons? Enfin, j'avais une question pratico-pratique sur cette étude. Alors avec le CHU de Nîmes, le CHU de Nîmes, on va tester l'IBAM sur le SARS-CoV-2 et la Covid. D'accord. D'abord, donc on finit la preuve de concept. Déjà, il fallait obtenir le financement pour. Donc on a un label de priorité de recherche nationale. Donc on remercie CAPNET. Cellule CAPNET, c'est la cellule interministérielle qui nous a suivis depuis 1 an pour qu'on écrive le protocole de recherche clinique. Ensuite, il y a le CPP, ensuite il y a la NSM. Alors pour ceux qui sont du public, c'est tous les processus par lesquels la France et l'Europe aussi passent pour accepter un dispositif qui soit médical, que ce soit un médicament, etc. La période Covid est une exception.
Le vaccin est une exception, ça a été très rapide, mais pour toutes les autres procédures, nous passons énormément de temps à être contrôlés et bien évidemment, nous demandons à être contrôlés. Donc on est dans toutes ces étapes-là qui sont nécessaires et on va commencer et puis voilà, continuer. D'accord, ok. Voilà, je ne savais pas si vous étiez parti sur des prochaines années, si vous aviez déjà des idées sur des jeunes enfants, sur si vous aviez commencé à réfléchir sur le panel de l'anorexie mentale, parce qu'on sait que c'est de plus en plus prépubère. Oui. Si vous étiez parti de plus en plus jeune, c'était vraiment ça la question. En fait, je souhaiterais avant les adolescents, quoi. Il y a des jeunes petites filles de 6 ans qui peuvent développer de l'anorexie mentale. L'idée, c'est d'arriver à même, y compris chez ces adolescentes dont on a un doute, mais sans certitude, qu'elles vont développer cette maladie. Donc voilà, il faudrait aussi avoir plusieurs cohortes, non seulement chez les tout petits, qui ne savent pas parler leur stress, qui, quand il n'est pas bien, il ne sait pas le parler. Donc en fait, la biologie peut parler pour lui, ces paramètres biologiques peuvent parler pour lui, et donc on pourrait pas à pas, voilà, arriver à avoir des outils peut-être de prévention des maladies. Ce sont des études longues. Mais j'imagine. Merci de votre réponse. Merci. C'est moi qui vous remercie, madame. Alors, Madame Compan, désolée. Pardon. J'avais une question par rapport à l'hyperactivité du récepteur HT4, 5-HT4. Vous parlez beaucoup de cette hyperactivité au moment du seuil critique de l'anorexie mentale, mais est-ce qu'elle continue même lorsque le patient est renitri, ou est-ce que les comportements qui restent de cette maladie sont dus à d'autres connexions, à d'autres états de la maladie? Communément, quand une patiente souffre d'anorexie mentale et qu'elle recouvre, c'est-à-dire qu'elle recommence à consommer des aliments, elle est toujours dans le contrôle. Elle pense toujours à sa consommation d'aliments et son activité physique. Ce ne sont pas des personnes qui vont arrêter du jour au lendemain leur attitude. Ce sont des cerveaux de la perfection, de la performance. Ce sont des cerveaux qui ont d'extraordinaires capacités d'apprentissage et de mémoire. Et là, la stimulation du récepteur 5-HT4, même si je ne l'ai pas dit jusqu'au bout tout à l'heure, elle modifie le nombre de petites épines dendritiques. Donc la cascade domino, elle va augmenter ce nombre de petites épines dendritiques, ce nombre de contacts synaptiques. Donc ça veut dire que le cerveau change de forme. Et dès lors qu'on forme des synapses, on inscrit le cerveau dans une rigidité. En l'absence de synapses, une flexibilité. En présence de trop de synapses, une forme de rigidité. Et donc d'ancrage dans ses habitudes, d'ancrage dans la répétition. Donc en fait, c'est pas simple, même quand il existe une atténuation des symptômes, elles vont quand même persister. Le tout pour nous, c'est qu'elles manifestent une atténuation des symptômes et qu'elles ne meurent pas. Merci. Merci à vous de votre question. Ça m'a permis de compléter ce que j'avais pas dit finalement, je crois. Bonsoir. J'aimerais savoir c'est quoi le point de basculement entre du coup l'anorexie précoce et du coup l'anorexie. À quel point on devient dépendant et qu'est-ce qui change niveau structure neuronale pour qu'en fait on devient dépendant. En fait, la petite cascade de dominos là qu'il y a dans la K-Mince, à un moment donné, en fait, cette cascade de dominos, il faut la voir comme une adaptation. Au début, on lutte. Tu vois, c'est comme s'il y avait un frein. Alors, excusez-moi, je me permets d'être tutoyée, parce que c'est l'une de mes étudiantes. Bon. Ce qu'il ne faudrait peut-être pas. Donc, il y a une lutte contre cet effet trop récompensant. C'est comme un sujet qui prend de la cocaïne pour une première fois. Le cerveau va lutter contre l'effet récompensant. Il ne faut pas que ça soit trop récompensant. Parce que le cerveau se trouve dans une situation anormale. Donc, il faut qu'il gère. D'accord ? Mais, à un moment donné, c'est trop puissant, c'est trop fort. Donc, ça bascule. Et c'est là que la dépendance va s'installer. C'est là où la personne, en fait, elle va rechercher
encore la même intensité plaisir, encore la même récompense. Et dès lors qu'elle s'inscrit dans cela, c'est le cortex cérébral qui s'épuise. Et si le cortex cérébral s'épuise, à ce moment-là, il n'y a plus de prise de décision. Il n'y a que cette recherche de la récompense, que du plaisir, que du bien-être. Comment faire pour réduire cette trop forte anxiété? Je mange moins. Vous avez fait le lien avec la cocaïne. Vous nous avez expliqué dans des cours précédents qu'en fait, qu'une fois qu'on avait pris de la cocaïne, on avait un seuil qu'on gardait à vie. Est-ce que c'est la même chose avec l'anorexie? Je ne peux pas vous donner de résultats parce que je ne l'ai pas fait, mais on le sait pour ça, vraisemblablement, la cocaïne. Ce sont les travaux d'Eric Nestler aux États-Unis qui travaillent là-dessus essentiellement. Il y a aussi un groupe à Bordeaux qui travaille sur les effets de la cocaïne, sur ces aspects-là. Contact. C'est vrai qu'après l'administration de drogue, même ceux qui consomment du cannabis, on ne revient plus à cet état initial. Votre cerveau va compenser, mais l'état neurochimique du cerveau est modifié. Les neurones ont changé de forme. Ils ont fait plus de petits constats synaptiques, là, de petites épines dendritiques. Et là, à ce moment-là, c'est ancré. Ça ne reviendra plus à l'état initial. Avec la cocaïne, bon, si vous avez de la chance, vous n'allez pas être dépendant de la cocaïne. Hein. Il y a une chance sur deux pour que vous ne le soyez pas. Mais si jamais dans votre vie, même 10 ans après, vous recommencez à prendre de la cocaïne, vous repartez du niveau où vous apportez la cocaïne la première fois. Est-ce que c'est la même chose avec l'anorexie, du coup? Vraisemblablement. Mais je ne peux pas te le démontrer. Alors, je donne juste un message pour qui est en train de suivre via Twitch. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans les chats. On va les prendre et proposer à Madame Compan. Bonjour. Bonjour, Madame Compan. Ici. J'avais une question sur votre outil d'analyse IBAM. Donc, vous utilisez des biomarqueurs, enfin, vous analysez des biomarqueurs. J'aimerais savoir comment avez-vous trouvé un biomarqueur qui serait lié à l'anorexie et comment vous êtes pris pour montrer que, justement, c'est ce biomarqueur qui montrait la présence d'anorexie. Et du coup, est-ce que vous pensez que ce serait applicable pour une analyse d'autres particules virales que le Covid-19, donc dans le futur? Alors, comment on s'y est pris? On a d'abord... vous savez qu'en fait, si vous faites une immobilisation forcée chez la souris, en fait, elle respire, elle exhale, et donc, en fait, on a traité son souffle comme on l'a fait chez l'humain. Une immobilisation forcée, alors que personne ne s'effraie, ce sont des tubes ouverts, la souris respire, elle est stressée, certes, et donc on a commencé comme cela. Ensuite, on a identifié une série de marqueurs dans leur souffle et les modèles animaux que j'utilise, que j'ai générés à l'Université de Columbia. Ce sont des modèles animaux de dépendance aux drogues, ici aux conduites anorexigènes, et on a testé, y compris chez des souris témoins. C'est une première partie. Après, est-ce que l'IBAM peut détecter d'autres virus? Oui. On peut utiliser le même principe pour le virus de la grippe A, B, ou virus respiratoire syncytial, etc. Donc on est sur une même méthodologie. C'est-à-dire ce qu'on a cherché à faire, c'est miniaturiser des équipements très lourds de laboratoire. Et en fait, on en a fait un petit laboratoire de poche. Voilà. Donc on met dans les mains du médecin au départ, puis ensuite de vous, des équipements scientifiques en fait. Ils sont suffisamment autonomes pour que vous puissiez les utiliser. Voilà. Merci. Je t'en prie. Une autre question? D'autres questions? Bonjour. En fait, j'ai deux réflexions. Je ne sais pas si ça va servir à quelque chose, mais ça me fait évoquer, c'est le début de votre conférence, quand vous avez dit que jusqu'à les 30 ans, les cerveaux évoluent. Et on dit que c'est la maturité, c'est le fait de savoir remporter la gratification. Ça, c'est une des réflexions. Et l'autre, c'est par rapport à notre vie en tant que société humaine. Si on la compare à celle des animaux dans la nature, qu'apparemment, ils ne sont pas
peut-être oui, ils sont des addictions, mais je ne suis pas sûr. Mais le fait qu'ils doivent, par exemple, aller chasser ou aller trouver la nourriture, et ça, c'est de l'activité physique, ça veut dire qu'il y a cette partie de la récompense qui est doublement satisfaite. Voilà. Alors, sur votre première remarque, lorsque l'on dit que le cerveau mature jusqu'à 30 ans, ça veut dire qu'il continue à se former jusqu'à 30 ans. C'est pas qu'il évolue, c'est pas une question de maturité intellectuelle ou de maturité, c'est pas une question de voilà, je suis adolescente, je deviens adulte, non. C'est vraiment comment le cerveau se termine, presque entre guillemets, hein, parce qu'il ne se termine pas, mais comment il se forme, comment il finit en fait de se structurer. Et il va mettre 30 ans pour le faire. Le cerveau humain est le plus lent à se mettre en place de cette manière. Donc ce n'est pas une question d'évolution non plus, parce que même à 80 ans, ce n'est pas moi qui le dis, mais 90 ans, Rita Levi-Montalcini, prix Nobel de médecine en 1986, découvre le facteur de croissance nerveux. C'est ce facteur de croissance nerveux qui va permettre aussi cette formation de synapses. Eh bien, elle dit que même à 90 ans, on apprend et on mémorise. Et cette plasticité cérébrale ne s'arrête pas après 30 ans. Elle ne s'arrête pas à 50 ans, elle ne s'arrête pas à 60 ans. Cette plasticité cérébrale, elle est dans tous les cerveaux jusqu'à la fin de leur vie. La deuxième partie de votre question, c'est est-ce qu'il y a des animaux qui sont assujettis aux drogues ? Oui, mais la souris, elle peut être dépendante de la cocaïne, mais ce qu'elle préfère, c'est le sucre. Elle aura plus de dépendance au sucre qu'à la cocaïne. Voilà. Donc, il y a aussi de la dépendance chez l'animal. Lorsque vous dites l'animal va chasser, aussi l'humain, l'être humain préhistorique, j'évite de dire homme préhistorique, messieurs, vous n'êtes pas les seuls. L'être humain préhistorique est chasseur-cueilleur. Il est capable, en période de famine, d'augmenter son activité locomotrice pour aller chasser, tout en réduisant sa consommation d'aliments. Donc en fait, ces voies neuronales, ces systèmes neuronaux, ils sont ancrés, ils sont phylogénétiquement ancrés. Il est assez logique de restreindre sa consommation d'aliments et bouger. Comme il est assez logique aussi de manger et s'asseoir. J'espère avoir répondu. Ici. Bonsoir. J'ai plus les chiffres exacts, mais je sais qu'à un moment, vous avez dit que l'anorexie mentale touchait plus les femmes que les hommes, et je voulais savoir s'il y avait une explication à ça. Alors ça, c'est une question récurrente dans les congrès scientifiques, bien évidemment. C'est une très bonne question aussi. 9 femmes sur 10, voilà, hein, c'est la proportion, donc plus favorablement les femmes. Il est pensé que c'est lié aux œstrogènes, parce que les œstrogènes favorisent les effets coupe-faim. Il est pensé aussi que, en tout cas chez les animaux, ça n'est pas démontré chez l'humain, que la protéine kinase A, je suis désolée, ça fait partie de la petite pièce de domino, bon, elle s'appelle comme ça, hein. Si c'est imbuvable de retenir protéine kinase A, ne retenez pas, mais vous, en revanche, je souhaite que vous le reteniez. Cette petite protéine kinase A, elle aurait une activité plus importante chez les femelles que chez les mâles. Et donc, de fait, voilà, peut-être qu'il y a une prédisposition biologique A. Voilà. Ok, super, merci. Bon, peut-être. Oui, bonsoir. Quelles Bonsoir, sont madame. les conséquences thérapeutiques qu'on peut tirer de vos recherches, voilà, pour traiter l'anorexie et le reste? Pour ma part, je me suis rapprochée de l'université de Columbia, donc de New York à Nîmes, il y a 6h30 seulement. Et donc, du coup, on est avec... alors, il y a Harry Kisilev, Alain Guillepter. Ce sont des personnes qui sont voilà, intéressées par ce type de problématique et savoir comment on peut tester un médicament. Donc, en fait, on sollicite le NIH, donc le National Institutes of Health, pour demander des financements, pour tenter de mettre en place ces médicaments. Il faut d'abord les tester.
Voilà, c'est encadré. Il y a Blandine Laferré qui est un médecin du Centre de diabète et d'obésité de New York. Et donc, on tente de réunir nos cerveaux pour tenter d'identifier des médicaments. Mais comme je le disais tout à l'heure, même si nous nous inscrivons dans ce type de démarche, je crois que le médicament est à utiliser avec parcimonie. Et qu'en fait, la posologie des médicaments est à réfléchir, au sens où votre anorexie n'est pas celle du voisin. Donc, comment avoir une médecine personnalisée pour vous, pour l'individu? Et en cela, on rejoint une démarche de la psychologie, qui est l'étude de l'être biologique en relation. Et pour faire cela, pour faire cette médecine personnalisée, on a développé l'IBAM. Parce qu'avec vos marqueurs, on a développé le petit outil qui est là. Et ce petit dispositif, en fait, il permettra vraisemblablement un jour, peut-être moi je serai plus là, ou ce sera dans un autre siècle, mais on aura développé des moyens d'identifier comment vos marqueurs évoluent dans le temps, comment je peux évaluer vos effets secondaires de médicaments, comment on peut réduire un médicament. Parce que bien évidemment, les facteurs ici que l'on veut détecter, ces biomarqueurs, on postule qu'ils sont corrélés à une activité cérébrale. Et cette hypothèse, elle est disruptive, elle est osée. Et donc en fait, on voudrait avoir, et je voudrais avoir, ces petits signes extérieurs qui fassent que vous puissiez adapter la dose de votre médicament à votre maladie. Donc voilà vers quoi on se dirige. C'est long, mais c'est la démarche dans laquelle je crois en tout cas. Merci. Et ici. Oui, j'ai plusieurs questions, mais je vais essayer de résumer. On a parlé d'anorexie, vous avez cité l'obésité, vous avez cité aussi l'excès de sport. Est-ce qu'il y a des choses qui ont été mises en évidence au niveau moléculaire dans le cas de l'obésité? Est-ce que c'est analogue à ce qui se passe dans l'anorexie? Parce que finalement, ça n'est que le contraire. Et quand on voit des gens qui font du sport en excès, et on en voit de plus en plus aujourd'hui, on courait à plat, maintenant on court pratiquement en essayant de gravir une montagne. Les gens vont de plus en plus loin dans l'excès. Est-ce que là aussi il y a des choses qui sont... Ou est-ce que tout ça est un peu analogique? C'est un terme que je connais en génie des procédés, mais on parle d'analogie. Ça, c'est le premier point. Alors le deuxième point, il est plus physico-chimique. Je me demandais qu'est-ce qu'on met dans le souffle, parce qu'il y a quand même pas mal de choses. C'est quoi qui passe finalement? Parce que c'est intéressant, ça voudrait dire qu'il y a des molécules qui sont susceptibles de passer de la barrière hémato-encéphalique et de se retrouver dans un... Voilà. C'est quoi, pour faire comprendre un peu quel est le principe finalement de ces molécules qu'on va retrouver dans le souffle, quoi, finalement. Alors, si c'est possible par rapport au brevet, bien sûr. Ouais. Il y a une partie à laquelle je ne pourrais pas répondre. Mais pour la première partie de votre question, les personnes qui souffrent d'obésité, en fait, dans leur cerveau, vraisemblablement, ne se produisent pas les mêmes mécanismes moléculaires qui surviennent lorsque quelqu'un souffre de boulimie. Quelqu'un qui souffre de boulimie est quelqu'un qui va consommer énormément d'aliments et se faire vomir. Quelqu'un qui souffre d'obésité consomme énormément d'aliments mais ne se fait pas vomir. Et les mécanismes neuronaux qui sont perturbés dans le cas de l'obésité sont plus centrés dans une autre structure du cerveau que le noyau accumbens. Ils sont plutôt dans l'hypothalamus. Et cet hypothalamus, c'est lui qui contrôle un système nerveux autonome, vraisemblablement en lien avec la périphérie dont le jeune homme parlait tout à l'heure, qui était par là, avec le microbiote. Et vraisemblablement, c'est plus lié à ces événements moléculaires-là. Pour l'anorexie et la boulimie, ce sont des maladies mentales, des troubles du comportement, j'ai envie de dire. Il n'y a quand même pas, je ne crois pas, mais s'il y a des psychologues ou psychiatres dans la salle pour nous dire, je ne crois pas que ça aille jusqu'à la modification de la structure de la personnalité. Donc il y a vraiment des troubles du comportement alimentaire, mais pas seulement du comportement moteur, de la conduite motrice, etc. Donc ça, c'est vraisemblablement dans les circuits neuronaux, dans le système nerveux volontaire, que les perturbations s'observent. Donc en fait, mécanismes biologiques différents qui conduisent à l'une et ou l'autre des maladies.
j'espère avoir répondu. Alors, pour la deuxième question, oui, il y a des analytes dans le souffle. Ces analytes sont les petites molécules qui sont dans le souffle. Et c'est nombreux. Je peux difficilement, après, en dire plus. Ouais. Oui, madame. En quoi consiste En quoi consiste l'action des médicaments qu'on envisage de mettre au point? Alors en fait, moi j'espère un agoniste inverse, bon, c'est un peu technique, ou un antagoniste, mais un agoniste inverse. Pour faire court, un agoniste, c'est quand vous appuyez sur votre accélérateur. Un antagoniste rentre plutôt en compétition avec votre pied. Un agoniste inverse, ça fait l'inverse. Enfin, ça met votre récepteur au silence. Je ne sais pas si mon exemple pédagogique est bon. Je regarde mes étudiants, mais... c'est comme si... en fait, il faudrait inactiver le récepteur, mais pas tout le temps. Donc, cet agoniste inverse, il a la capacité de rendre le récepteur silencieux. Donc, on le stabilise sous sa forme inactive, le plus possible, dans la membrane. L'agoniste inverse serait, je crois, la meilleure des cibles. Voilà, le meilleur médicament pour traiter cet aspect-là. Et sans perdurer avec le traitement. Pourquoi? Parce que ce récepteur est dans le cortex préfrontal médian. Et donc, en fait, il faut se débrouiller avec la psychologie pour arriver à faire en sorte de remodeler cette activité cérébrale, remodeler ces contacts synaptiques par la psychothérapie. Et la complémentarité des disciplines devrait nous amener à réduire les symptômes chez ces patientes, pas à pas, me semble-t-il. Et avec la possibilité d'avoir ces marqueurs, on pourrait suivre l'efficacité d'un médicament. Et si à un moment donné, c'est efficace et qu'on peut se passer du médicament, alors on s'en passe, ou on continue à plus faible dose, et en revanche, on continue une psychothérapie, et on suit si, par exemple, le marqueur, paf, redevient à la hausse, et qu'on pourrait le réduire. Voilà un rêve. Un rêve, mais qui n'est pas une illusion. Enfin, est-ce que je vous donne l'impression de balbutier? Ouais. Ouais, on est toujours pas à pas. On est toujours dans des petits pas. Là, on vient de faire un pas de côté. Mais il faudra bien publier pour que les autres reprennent la suite. Ça va nous dépasser, vous avez vu, hein, de Freud à Candel, 167 ans et plus. Hein. Donc le chemin est long en science. C'est long. C'est coûteux et c'est long. Bonjour. Bonjour, monsieur. Alors, j'avais une question purement hypothétique. Vous avez du coup comparé l'anorexie et l'obésité avec donc la prise de drogue, donc l'addition à la drogue, et vous parlez de la perspective d'un médicament. Du coup, si on imagine la perspective d'un médicament pour guérir de l'anorexie, est-ce qu'on peut imaginer un médicament qui pourrait guérir, dans ce cas-là, de toutes les addictions ? Alors, on n'a pas de médicament pour traiter l'addiction. On est impuissant à ce jour. À part de... Bon, nous avons de très bons psychologues et psychiatres. Et les psychiatres, en fait, quand ils n'en peuvent plus des médicaments, quand ce n'est pas leur solution finalement, ils se mettent à utiliser les outils de la psychologie aussi. Donc en fait, s'il est des succès parfois, pour réduire, atténuer ce qu'est l'addiction, c'est eux qui réussissent. À ce jour, un médicament pour traiter ça, non. Nous sommes dans l'échec là-dessus. Nous sommes dans l'échec dans notre monde sur le traitement de la maladie mentale à peu près.
C'est sûr que ça va. Mais médicaments, c'est difficile d'utiliser un médicament. Et souvent, on y va à tâtonnement. Pareil avec les antidépresseurs. Pas celui-là, un autre. Pas cette dose, une plus forte dose, etc. Donc, il faut que nous continuions de mener des activités en recherche fondamentale pour aller vers cette recherche appliquée et de l'appliquer de la manière la plus adaptée possible. J'espère avoir répondu à votre question. Oui, merci. Je vous en prie. Il y a beaucoup de mes étudiants ce soir. Hein. Ils sont venus en force. Hein. Ils ont peur d'avoir ça à l'examen, je pense. Ils ont fini de chercher les bonnes notes. Bonsoir madame. Bonsoir messieurs. En début de votre conférence, vous nous avez dit que le cerveau avait une importante plasticité. Et donc depuis tout à l'heure, on parle de médicaments, etc. Mais est-ce qu'il n'est pas possible de modifier cette plasticité pour revenir à l'état initial avant que la personne soit addicte, en fait? Il faut que tu fasses un doctorat pour adresser ce type de questions. Oui, agir sur la plasticité cérébrale. J'ignore si vous avez assisté à la conférence du professeur Dubois, qui était la première conférence de ce cycle. À un moment donné, il a montré des résultats en disant là, le médicament est inefficace, mais en revanche, ces personnes, ils réduisent leurs symptômes. Et donc, il a montré les cerveaux un petit peu rouges, comme ça, là, où il y avait une modification de l'activité cérébrale. Et bien là, typiquement, c'est de la plasticité neuronale qui s'est mise en place. Et ils se sont auto-traités. Voilà. Donc, c'est possible. Plus on va connaître comment ces mécanismes de plasticité neuronale se mettent en place, et on en connaît déjà pas mal, mais pas assez, diraient certains de mes mentors, et plus on arrivera à mieux comprendre comment agir sur ces mécanismes-là pour aider d'autant mieux le cerveau à compenser. Mais c'est une bonne question. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'amphithéâtre? On a épuisé notre stock, peut-être. Peut-être. Est-ce que dans les chats, il y a des questions? Bon, je vous rappelle que cette conférence, elle est visionnable après sur Twitch. Voilà. Je passe les micros parce qu'il y a évidemment encore une question. Est-ce que vous pouvez passer? Bonsoir madame. Bonsoir madame. Hier, j'ai assisté à la conférence sur la méditation. Ouais. Est-ce que vous considérez que dans cette maladie, anorexie ou addiction ou obésité, c'est un élément qui peut modifier la structure de la maladie, améliorer ou... Alors, peut-être on peut compléter un point qui n'a pas été dit hier. C'est que, en fait, la méditation favorise une récupération rapide après le stress, après un traumatisme. Donc, les personnes qui méditent ou qui pratiquent la méditation sont des personnes qui ont un axe du stress qui est hypothalamo-hypophysaire cortico-surrénalien. C'est un axe du stress qui va produire de la corticostérone. Cette corticostérone, quand elle imbibe votre cerveau, elle va grignoter votre hippocampe. Elle va le détruire. Vous savez, c'est cette structure dont le professeur Dubois a dit qu'elle était impliquée dans l'apprentissage et la mémoire. Donc, plus en fait vous méditez, plus vous limitez finalement la dose de corticostérone que vous allez produire. Et donc là, vous réduisez peut-être vraisemblablement certaines dégénérescences, certaines modifications d'activité cérébrale qui se produisent par suite d'un stress. Le stress en biologie, c'est l'ensemble des facteurs d'environnement, hein, donc c'est très vaste. Donc ce n'est pas uniquement le stress du businessman ou woman, c'est vraiment l'ensemble des variations de facteurs de l'environnement. Donc il est probable que la méditation aide aussi sur cet aspect-là. Mais je m'aventure peu sur ce terrain-là, parce que, bien évidemment, ce sont des techniques qui sont utilisées aux États-Unis, hein, notamment dans les centres de personnes qui ont du cancer, hein, qui souffrent, hein, et en phase terminale de cancer. Les
personnes qui pratiquent la méditation, elles ont moins de douleur, moins de souffrance, et c'est pratiqué aux États-Unis depuis longues années. Donc en fait, je suis friande, et vous l'avez vu hier, ils ont tous les trois essayé aussi de révéler les études scientifiques qui accréditaient leurs propos. Donc on a encore des marches à faire en France. Nous sommes un pays peut-être plus que les autres qui a besoin d'être convaincu. Et donc pas à pas, on arrive à poser les petites pierres qui font que voilà, on considère que ces méthodes-là sont susceptibles d'être aidantes. Voilà, donc ça fait partie d'un des outils vraisemblablement à utiliser. J'ignore si en France, il y a des gens qui utilisent la méditation pour aider des patientes qui souffrent d'anorexie mentale. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Merci. Je vous en prie, madame. Bonsoir. Bonsoir, madame. Que pensez-vous dans une situation où il y a une métastase au cerveau d'un cancer primaire, par rapport à la plasticité du cerveau, est-ce qu'il peut y avoir des fonctionnements positifs de réaménagement pour éradiquer, justement, en dehors des traitements habituels qui sont limités? Que pensez-vous de cette situation? Alors, premier point, toujours s'inscrire dans une démarche médicale. Elle est encadrée, nos médecins sont extraordinaires, ils mènent des recherches cliniques tout aussi extraordinaires. Ce sont nos référents, c'est les démarches que nous devons, dans lesquelles nous devons nous inscrire. Elles sont pensées, ces démarches, elles sont réfléchies. Donc ça, c'est le premier point. Après, il faut avoir une confiance extraordinaire en l'activité cérébrale. Bon, malheureusement, là, dans l'amphithéâtre, j'ai du mal à le dire, mais il y a une personne sur 4 qui est susceptible d'avoir la maladie d'Alzheimer. Ça refroidit. Et voilà, ce sont des faits. Votre cerveau le sait, mais vous l'ignorez. Donc, votre inconscient, votre cerveau le sait, mais vous n'en avez pas conscience. Voilà. Donc, il pallie. Tant que le cerveau est silencieux, nous ne sommes pas malades. Et il fait en sorte que nous ne soyons pas malades jusqu'à la fin. Donc, en fait, il compense de manière extraordinaire. Voilà. C'est un outil extraordinaire pour compenser. Donc, quelqu'un qui souffre d'une tumeur cérébrale, forcément, lorsque cette tumeur, d'ailleurs, sera enlevée, on enlève les tumeurs, eh bien les neurones vont, comme l'arbre tout à l'heure, là, ils vont reformer des prolongements. On va ressolliciter, vont reformer des prolongements. Pas de nouveaux neurones vont s'installer, mais ceux qui sont là vont faire leur prolongement pour entrer en contact synaptique avec les autres, sous l'influence de la stimulation. Après un AVC, les personnes récupèrent. Et elles récupèrent parce que leur cerveau a récupéré et reformé ses contacts synaptiques. Et plus vous sollicitez l'extérieur, et plus ces neurones vont faire des branchements. Je ne sais pas si vous connaissez l'exemple de Bakirita, mais Bakirita est un neurophysiologiste. Son père a un accident. Il a la moitié de la moelle épinière qui est sectionnée. Il est à l'hôpital. Il ne peut pas marcher. Et puis il y a son fils qui vient le voir et qui lui dit t'es mal en point. Et il lui dit, toi, t'es scientifique, c'est bien beau, tu crois tout savoir, mais tu vas voir, moi, je vais remarcher. Et le père de Bakirita a remarché. Alors, à l'époque, on est dans les années 1940, une chose comme ça, il faudrait que je revoie les dates. Et l'histoire est célèbre parce que le Bakirita, quand son père est mort, a découpé la moelle épinière de son père. Oui. Alors, oui, c'est pas moi qui ai fait psycho, il a tué le père. Et donc, et ce qu'il a observé, c'est que les neurones qui avaient été épargnés par la destruction, par la lésion, ont repoussé. Et ont été réinnervés le territoire laissé vacant par la lésion. Extraordinaire. Votre cerveau compense. Votre cerveau compense. Et depuis, lorsque vous êtes opéré du cerveau, etc., on ne vous dit pas restez couché, alité, etc. Vous aurez remarqué. On vous dit allez, bougez-vous là un peu, là. Il faut bouger.
il faut bouger, se réactiver. Plus on bouge, plus on a une activité physique importante, et plus la neurogénèse, vraisemblablement dans cette petite partie de l'hippocampe qui s'appelle le gyrus denté, nous permet en fait d'induire une différenciation des neurones à partir de cellules embryonnaires que vous avez tous dans votre cerveau, même les plus âgés. Bonne nouvelle, hein? Donc en fait, il y a des espoirs à formuler, et le cerveau humain en particulier est quand même capable d'extraordinaires adaptations. Regardez autour de vous tout ce que nous arrivons à faire. On fait quand même beaucoup, beaucoup de choses avec notre cerveau. Oui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Avec du coup, les personnes anorexiques, malgré l'épuisement, elles continuent la suractivité physique. Certes, c'est une plus grande motivation qu'elles ont, mais est-ce qu'on observe aussi une plus grande résistance ou une plus grande capacité musculaire? Oui. Alors, les personnes qui souffrent d'anorexie, parce que anorexiques, elles ne sont pas leur maladie, hein, une personne ne se résume pas à sa maladie. Alors, bien évidemment qu'elles vont avoir une activité musculaire, vont avoir des muscles qui vont se développer plus, mais elles se débrouillent pour pas. Elles vont être... Enfin, j'ai pas eu envie de montrer une image, mais on arrive à un état squelettique quand même chez quelqu'un qui souffre d'anorexie. Donc, voilà, je ne sais pas si je réponds exactement à ta question, mais... Merci. Pas vraiment. Tu peux repréciser? Est-ce que physiologiquement, elles auraient une plus grande résistance, en fait, musculairement parlant? En fait, communément, quand elles se mettent à faire du sport, elles sont premières, et en temps record. C'est-à-dire que ce que quelqu'un apprendrait à faire en 3 ans, elles le font en 1 an. C'est en général les majors d'un amphithéâtre. C'est vraiment un cerveau de la performance, quelqu'un qui souffre d'anorexie mentale. Donc elles sont performantes en tout. Elles répondent à toutes les contraintes et elles traitent les contraintes extérieures toutes à égalité, pas de hiérarchie. C'est-à-dire un souci de la perfection qui est poussé à l'extrême. Donc une résistance mentale, oui. Je crois que Catherine de Sienne a réussi à faire déplacer le pape. Et en psychiatrie, communément, ils les nomment les indomptables. Donc c'est malheureusement l'échec de la psychiatrie à ce jour. Hein. Vous ne persuaderez pas quelqu'un qui souffre d'anorexie de manger comme ça. Hein. C'est pas... Elle ne vous laissera pas faire. Et elle connaîtra les médicaments mieux que vous, elle connaîtra les mécanismes mieux que vous, et quand elle vous parle, elle a déjà lu les papiers, etc. C'est des cerveaux intelligents. Des cerveaux intelligents. Et qui souffrent. Très bien. Je pense que... Ah oui, encore une question. Allez-y. Si, madame Compon. Parfait. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir si l'anorexie mentale peut être considérée comme un facteur épigénétique. Oui. Du point de vue, du coup... Fais attention à ce que tu vas me dire. Oui, justement, j'y réfléchis, excusez-moi. J'en profite. Ils sont doués quand même, hein? Ils réfléchissent. Je t'aide. Tu veux dire quoi? Tu veux dire que c'est une évolution? Est-ce que ça peut avoir une influence sur les générations d'après, des femmes qui ont subi ou des personnes qui ont subi l'anorexie? C'est une bonne question, ta question. Souvent, je me demande si, en fait, les gens qui souffrent de maladies mentales de cet ordre ne sont pas des stades dans notre évolution de l'humanité. Parce qu'en fait, leur choix restrictif alimentaire est particulièrement adapté. Elles ne développent jamais de cancer. Non. Il n'y a
pas de cancer avec l'anorexie mentale décrit, à ma connaissance en tout cas, au mieux de ma connaissance. Et donc, elles ont des habitudes de vie qui, si elles n'étaient pas poussées à l'extrême, seraient assez adaptées à une bonne survie. Donc peut-être c'est une tentative, vous savez qu'on évolue nous les humains, peut-être une tentative d'évolution, mais bon, c'est osé, hein. C'est osé comme hypothèse, hein. C'est assez osé. Hein. C'est pas dans ce siècle-là que nous allons démontrer ça. Je crois pas, quoi. C'est difficile. Voilà. Mais bon, ils posent des bonnes questions, hein. Des bonnes questions. Ces étudiants sont intelligents, c'est eux qui vont continuer. Hein. Je veux dire, la place est assurée. Bravo. Pas d'autres questions dans l'amphithéâtre? Ok. Je pense que nous pouvons alors remercier Madame Compon et c'est moi qui vous remercie pour la soirée. Merci bien. Merci. Merci de votre présence à tous. Merci de vos regards chaleureux durant ce speech du début, etc. Merci beaucoup. Belle soirée. Merci à vous.